Bonsoir, c'est Radio Marquise. Comme vous pouvez l'entendre, la Marquise a changé de voix, mais c'est provisoire, ne craignez rien. On vient au monde avec cette bulle en nous. Ça enfle et ça pétille par moments au coin de nos yeux. Pour une cuillère de confiture ou une flaque de boue, pour un câlin d'une mère ou la main tendue pour jouer. On vient par là comme des chandelles allumées. On connaît pas la nuit ou si peu, et puis on y a les yeux fermés. On marche comme ça, comme si, les guiboles écartées, même si on tombe, on sait se relever. On se balade avec lui en bandoulière, on a envie d'en offrir comme on tend une sucette à la fraise, avec le sourire plein de bonbons et de rigolade. On voit pas trop bien ce qui pourrait mal tourner. On est tous avec ça. On l'a pas toujours très spontané. Parfois on le cache derrière les jambes de papa, bien accroché à sa forêt. Parfois on sait pas comment l'emmener dans le cartable du lundi au vendredi. On prend des gamelles, on prend des zéros, on se plante de bonjour, on ne sait pas dire merci, mais on l'a toujours ébouriffé auprès de nous, quelque part à l'abri. Un jour, on grandit. On n'y peut rien. Ça vient comme ça. On l'a toujours quelque part en nous. Il est plus ou moins accessible. Entre le souvenir des doudous et l'odeur des crêpes du mercredi, il faut trouver un job, rencontrer de quoi faire une famille, se faire des amis, plus ou moins, si on peut. Ça s'attire pas juste avec des sucettes à la fraise. Il y a des soucis qui viennent se mettre entre lui et nous. On a du mal à l'attraper. Il est parfois tapi tout au fond. Parfois, on se plante vraiment. On se plante tellement. On se plante si fort qu'on se dit que c'est pas possible. Il a dû changer d'adresse. Il s'est barré aux Canaries, Tombouctou ou sur Alpha Centauri. La tête dans la lune, on cherche sa trace. On revient avec une gueule de hublot, d'astronaute du dimanche. On sait plus comment ça s'emmanche, pour peu qu'on n'ait jamais su. Alors, on se roule en boule sous le plaid. On fait confiance aux chats, aux chiens, aux gosses qui marchent les guiboles écartées et qu'il porte sur son front comme une évidence. On se dit qu'à le regarder, ça semble pas si compliqué. On sourit presque, ou peut-être même plus. Ça fait comme une bulle en nous, comme une chandelle allumée, de le sentir à nouveau. L'espoir et sa gueule enfarinée qui nous avait tant manqué. Comme vous pouvez l'entendre, la Marquise est passée de l'autre côté du micro. Moi, il y a pas mal d'années que je la connais, et ce qui m'a étonné en la rencontrant, c'est son appétit de création sous toutes les formes possibles, que ce soit l'écriture, la musique, les arts plastiques. Et ça continue à m'étonner encore aujourd'hui. Mais je crois que je vais la laisser se présenter d'elle-même, ça sera plus efficace. Bien, tout d'abord, merci Francis pour cette jolie introduction. Ça fait un peu bizarre de se retrouver dans la situation inversée, de l'autre côté du miroir. Me présenter, ma foi, voilà quelque chose qui n'est pas toujours évident. Je crois que tu m'avais donné, à un moment donné, le nom, la fonction d'écriveuse. Et ce que j'aime beaucoup dans cette espèce de mélange d'écriture et de conteuse. Peut-être que c'est une belle manière de parler de poésie que de dire que c'est un espèce d'hybride entre l'écriture et le conte. Me présenter plus en avant, bah, c'est vrai que j'écris depuis que je suis née, je pense, ou presque. En tout cas, dès qu'on m'a donné un crayon et que je pouvais en faire
en faire, des mots, comme on me donne des papiers pour en faire, des avions ou des bateaux, voilà. Moi, dès qu'on m'a donné un crayon et que j'ai pu aligner quelques mots, j'en ai fait de la poésie. Je crois même que je dois avoir des poèmes, qui datent, de mes 7 ou 8 ans, qui doivent traîner quelque part. J'ai souvent tendance à dire que la poésie pour moi c'est une histoire vitale. Pas de possibilité pour moi de de vivre sans écrire, c'est une histoire de souffle. Je raconte souvent que quand Reinhard Maria Rilke pose la question aux jeunes poètes de, savoir, si au milieu de la nuit, en se réveillant et s'il se posait la question, «Est-ce que vous mourrez si on vous empêchait, d'écrire? Est-ce que vous voilà, vous ne pourriez plus vivre si on vous empêchait, d'écrire?» Et j'ai lu cette question, j'avais 12 13 ans et j'ai même pas besoin de me réveiller au milieu de la nuit pour savoir qu'évidemment, si on m'empêche d'écrire, je ne vis plus. En tout cas, intérieurement, il y a une mort qui s'installe et qui me suffoque. Donc, c'est très important pour moi l'écriture. Depuis quelques années, j'essaye d'écrire, pas tous les jours, mais quasiment, pas toutes les nuits, puisque c'est souvent la nuit, mais quasiment dans un état d'esprit de recherche poétique, pour aller, toujours peut-être un pas plus loin, dans l'exploration. Alors comme je dis toujours, c'est pas un pas plus haut, il y a pas de vers poétique, hiérarchisé, ça n'existe pas. D'autant plus que moi j'aime pas faire de choses qui riment, donc mon exploration poétique, elle est plutôt, organique et elle vient plutôt, chercher différentes contrées que je n'ai pas encore visitées. Voilà, on est plus dans cet état d'esprit de géographie plutôt que d'une accumulation, de compétences comme ça, et d'optimisation, c'est pas du tout ma façon de percevoir la poésie. Mais par contre, j'aime bien lorsque j'ai fait le tour d'un endroit poétique, essayer d'ouvrir, une nouvelle voie et aller chercher autre chose. Souvent ça se caractérise par, quelques temps où j'écris moins, parce qu'il y a quelque chose qui se fomente comme ça. Alors, écrire moins, ça dure une semaine, hein, après après je j'y arrive plus, il faut que j'écrive. Mais lorsque ça devient mûr, bah, quelque chose de tout nouveau peut commencer à éclore. Alors c'est souvent très infime, hein, il y a globalement, peut-être même que moi qui me rends compte de la toute petite variation qu'il y a eu, dans cette étape par rapport à la précédente, la toute petite, le tout petit éclairage ou le tout petit lopin de terre un peu inconnu que je visite. Mais pour moi ça me tient vraiment à cœur. Voilà en tout cas, pour mon rapport à l'écriture. Pour ce qui est peinture et musique, bah, j'ai envie de dire que c'est aussi de l'écriture mais détournée, c'est de l'expérimentation poétique. Et c'est valable pour tout pour moi, hein. C'est valable pour la sensualité, c'est valable pour une balade, c'est valable, pour un moment entre amis, tout ce qui, constitue le reste de mon existence vient nourrir, cette soif poétique, qui est aujourd'hui, mon seul moteur pour tout ce que je fais dans la vie, clairement. En tout cas, voilà pour, quelques petits mots sur moi. J'espère que ça suffira aussi. Le temps des autres. Il flotte autour de moi en brume épaisse, obsédant, humide. Ça me lèche l'âme dans ses replis les plus sombres. On grandit ainsi, tous, dans le temps des autres. Ce temps qu'il ne faut jamais perdre, ce temps qui n'est jamais vraiment le nôtre. C'est un hold-up permanent. Il faut toujours marcher dans cette cadence, accepter de leurs heures la danse. Quand je me lève, et même quand je dors, quand je mange, quand je sors, oui, même pendant l'amour, ça me hante. Ce temps qui n'appartient qu'à eux, ce temps qui me mène à ma propre mort pourtant, à la mienne seulement, à la leur, probablement tout autant. La mort des autres, c'est sans doute ça qui me fait obéir autant de tyrans. Ils vont mourir, les autres, ils le font si souvent, ils sont morts tant de fois devant moi, les autres. Alors je marche dans leur souffle, je me glisse dans leur désir, je caresse leur peau fine, je me fais frontière, ligne, je remonte le cadran de manière infime, je le retiens d'instant,
le temps de l'autre, dans ma main, dans ma bouche, contre mon échine. Et puis j'y fais marcher ma solitude sublime, elle qui ne connaît que l'éternité, le temps qui n'a plus besoin de compter. Il flotte autour de moi, le temps de l'autre, m'obsédant, humide. Tu me lèches dans les moindres replis de mon âme, mon temps autre, mon temps autre. Merci Aude. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne ou un fonctionnement qui fonctionne, est-ce que tu peux nous donner des petits détails sur tes prochains projets de plasticienne, d'écriveuse, de musicienne, enfin tout ce qui t'intéresse? Alors, des projets, il y en a un, qui est important, qui est, la mise en place du recueil que vous avez été nombreux à soutenir grâce à la campagne Ulule et qui devait commencer à être prêt pour octobre et j'ai passé une partie de l'été à monter, un recueil de 120-150 pages et il s'avère que, bah, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, je n'aime pas ce que j'ai choisi, je n'aime pas la manière dont les textes fonctionnent les uns par rapport aux autres. Donc, je reprends tout à zéro. Je vais pas tarder à communiquer sur ce sujet, pour dire que je vais prendre encore un tout petit peu de délai parce que ça me tient à cœur de faire quelque chose, de qualité, qui a du sens, en tout cas pour moi et je l'espère derrière pour vous, et par respect pour votre enthousiasme et votre engagement à m'encourager. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui a du contenu. En plus, j'ai beaucoup, écrit et peint depuis, donc il y a des choses que j'aimerais pouvoir ajouter dans ce recueil et qu'il faut que j'arrive à articuler, donc voilà, j'ai déjà fait des rapprochements, peinture et texte, tout le mois dernier, enfin depuis, fin août à peu près. Donc ça avance, ça progresse, ça me tient assez à cœur, je ne cacherai pas parce que bon, bah, voilà, j'avais parlé de à partir d'octobre, donc on n'est pas non plus sur un délai dépassé, mais on est sur un délai qui commence à se consommer un petit peu tout de même. Donc voilà, ça c'est mon gros projet. Je me suis aussi, voilà, je me suis aussi rapprochée de la Maison de la Poésie de Brest pour des projets voilà, qui devraient peut-être éclore au courant 2026. Je me suis rapprochée aussi grâce à une excellente amie, une grande poétesse dont je vous ai déjà montré le recueil et quelques passages de son magnifique ouvrage de poésie dont je vous remettrai toutes les références à la demande et puis de toute façon je reparlerai bientôt d'elle. Et qui s'occupe entre autres de l'actualité de la Maison de la Francité en Belgique. Donc éventuellement aussi, il est possible que nous organisions une petite rencontre de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je m'occupe autant que je peux de ma petite école de musique de la petite ville de Rozay-en-Brie. Donc on a de nouveau pas mal de projets, entre autres avec l'Envolée cette année, qui est un projet multi-associatif qui va être super chouette. Et à l'occasion, je vais me remettre cette année à la harpe. Je sais que certaines personnes vont être contentes de l'apprendre. Donc je vais me remettre bon an, mal an à la harpe cette année. Voilà et puis, bah, tout ce qui concerne la picturalité, bah, ça commence à devenir, un petit peu comme l'écriture, quelque chose d'important pour moi, de réaliser au moins au moins une fois tous les 15 jours. Si je m'écoutais, ça serait plutôt, tous les jours, mais mes journées font que 24 heures. Et là aussi, bah, j'ai des moments, où j'ai vraiment besoin de peindre un sujet particulier. J'ai fait toute une série, de la jeune femme, au service athée, grâce à une amie modèle, extraordinaire et ça a été un grand plaisir d'explorer, cet espace-là parce que, bah, encore une fois derrière, ça offre, une cohérence, poétique pour moi qui me nourrit très fort. Donc voilà pour les différents projets et
Et puis quoi dire d'autre? Bah, ma foi, on verra aussi ce qui se présente. J'espère pouvoir retourner sur les scènes ouvertes, voir les copains, copines, slamy et poètes et poétesses et ça me manque. Donc j'ai assez hâte de retourner sur les scènes ouvertes avec elles et eux. Et puis, bah, voilà, ça fait déjà pas mal de choses à faire, on va pas se mentir. Bonjour toi. Ça fait un moment que tu es ramassé en boule, puis tiré vers le haut comme vers le bas, torsadé et essoré comme une toile de bacon. Les côtes presque en dehors de la chair presque liquide de ta lymphe, difformée comme on te nie tes contours, contorsionnée comme on te réclame d'être plus que de l'amour. Bonjour toi, tu t'écoutes, ton être, sur le carrelage en rang lit de vin, serré d'une cuisine à grands bassinets. On te tord contre le battoir, on te bat, on t'étrangle, on t'éructe et te froisse à l'endroit comme à l'envers, et tu ne gémis pas, ou à peine. Bonjour toi. Au fond de la bassine, à l'émail aléatoire, qui d'ici là aura pris un siècle, qu'avant d'atteindre le jardin, la porte de la cuisine s'entrebâillant lentement au gré du vent printemps, et les pas sabotés d'une lavandière des dimanches sans ruban qui te secoue de son rire enfantin. Voilà qu'on te claque à l'air frais comme des gifles fleurissant rouges sur les joues. On te claque, on te claque. Ça sonne dans le jardinet. Tu gicles ce qui reste de gouttelettes, le chat au trigué qui se mêle aux chaussettes de ta porteuse amusée. Une poule rousse ou bien noire se plaint du boucan. Elle te glousse des remontrances comme si tu étais toi pour responsable de ce grand nettoyage de linge blanc. Te voilà tendu au fil. Dehors, ça sent l'herbe qui pousse. Tu es tout étalé au frais du temps. Il reste pas plus d'aube que de nuit à l'horizon. Ça sonne pas encore midi pour autant. Tu la regardes, accroupie à caresser le chaton joueur. Petite langue râpeuse sur la paume, odeur de coton savonné rincé, et toi en étendard, qui flotte mollement sur leur front innocent. Ça sent donc ça, l'amour, au tout venant, quand enfin tu te laisses t'étendre. Bonjour, toi. Merci pour ton actualité. On va poursuivre en posant la première question fatidique et inévitable. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, ça c'est une question très compliquée pour moi parce que justement une des raisons pour lesquelles je refais mon recueil depuis le début, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des mots un peu trop préférés qui revenaient un peu trop souvent et ça fait partie des petites choses que j'essaye au maximum, d'éviter, de m'enfermer dans un champ lexical, qui occulte toutes les autres possibilités. Donc mon mot préféré serait le mot que j'ai pas encore réussi, à découvrir et à utiliser. Voilà, je crois que je vais botter en touche et je vais dire que voilà, mon mot préféré, c'est celui que j'ai pas encore eu la joie d'explorer et que j'ai hâte d'explorer et que je vais découvrir, voilà, au coin d'une nuit d'écriture, comme ça par surprise. Merci pour cette réponse qui nous laisse un petit peu sur notre faim, mais qui ne manque pas d'originalité. Alors, deuxième question, aussi fatidique que la première. Si tu avais la possibilité d'organiser un repas avec des gens que tu aimes bien, avec lesquels tu te sens des atomes crochus, des gens vivants ou pas, à qui penserais-tu et quel serait le menu? Eh bien, effectivement, quelle question fatidique. Bah, bon, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion d'épousailler mon marquis,
pendant l'été. Et c'est vrai que j'aurais aimé que mes doux disparus puissent profiter de la fête. Enfin, j'espère que de là où ils sont, ils ont pu goûter à cette ambiance très particulière qui était cette fête. Et d'ailleurs, peut-être que si j'organisais un repas, ça serait de nouveau un repas similaire avec quelque chose amené par chaque convive de manière à partager nos goûts, nos épices, nos saveurs, nos arômes, parce que je trouve que dans ce partage-là, il y a de nouveau énormément de poésie et ça me parle beaucoup. Et si j'avais effectivement la possibilité de discuter du coup avec quelques personnes, peut-être que j'aimerais bien échanger, si j'avais le pouvoir de parler allemand, échanger avec Reinhard Maria Rilke, qui n'a pas cessé de me surprendre dans ses correspondances, notamment celles qui sont sorties concernant une jeune poétesse. Alors souvent on me reprend quand j'en parle, hein. Je ne parle évidemment pas des très célèbres lettres écrites aux jeunes poètes, mais bien d'un recueil de missives faits à une jeune femme. On a les réponses de la jeune femme d'ailleurs, et l'ouvrage est beaucoup plus épais, beaucoup plus riche. On découvre un Rilke d'une très grande sagesse et d'une très grande humanité, et c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais encore plus discuter avec lui. J'aimerais pouvoir discuter avec Marguerite Duras, même si je suis sûre que je n'en sortirai pas indemne. Et j'aurais tellement adoré partager n'importe quel moment, même quelques secondes avec Virginia Woolf, juste pour me laisser complètement bouleversée par cet incroyable esprit d'une vastitude totale. Je pense que j'aurais aimé pouvoir m'imprégner de cet esprit à la fois totalement libre et totalement emprisonné d'être dans ce monde tangible quelque part. Et j'aurais tellement aimé goûter à son intense lumière poétique le temps qu'elle aurait bien voulu m'accorder. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Merci. Et bon appétit virtuel. Il ne reste plus qu'à te poser la dernière question, encore plus fatidique que les autres si possible. Qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Alors c'est ma question préférée, et j'aime beaucoup, beaucoup la poser aux gens. Alors maintenant c'est à mon tour et c'est plus intimidant déjà. Je me rappelle que lorsque j'étais lycéenne et en spécialité art plastique, on avait eu le thème du rien, et c'était un thème qui m'avait énormément fascinée. Qu'est-ce que le rien dans nos vies, dans nos respirations? Qu'est-ce que le rien en poésie aussi? Qu'est-ce que le rien en musique? Qu'est-ce que le rien, pour le coup, en picturalité? Et c'est un questionnement qui bizarrement m'a poursuivie toute ma vie. Qu'est-ce que ce moment où on arrête de remplir pour remplir, et où on accepte cet espace vacant qui est le rien, cette vacance. Alors c'est joli, hein, le mot vacances, on l'aime bien en général, ça veut dire qu'on peut enfin rien faire. Et, et ne rien faire, c'est pas quelque chose qui est si commode, si évident que ça. S'arrêter et se déposer totalement dans un espace vacant, dans la vacance de faire, et commencer à juste être à la place, c'est une délicatesse et un équilibre qui demande une certaine forme, euh, je dirais, de méditation. Et c'est une voix qui me parle, peut-être parce que je suis fascinée par des voix telles que la voix du thé ou la voix du Tao. Il y a peut-être cette espèce d'esprit d'équilibre où d'un coup on arrête de s'agiter pour simplement être cette surface lisse du lac, où il ne se passe rien et où en même temps tout est là. Voilà. Ce que j'aime ne rien faire, c'est ça, ne rien faire et être totalement là. Ben merci Aude. Il reste plus que la lettre d'amour. Quand j'ai faim, dans la nuit dense, je me demande comment tu m'embrasseras la première fois.
Est-ce que ce sera sous les arbres ou à l'orée du ciel? Dans une pièce close ou une place bondée? Sera-t-il minuit ou bien midi? Quelle équipe d'oiseaux feront les chœurs? Celle d'avant ou d'après l'heure bleue? Est-ce que je sentirai en premier le goût de tes lèvres ou celui de ta langue? Aurais-je peur? Auras-tu peur? Y a-t-il plus vertige qu'un premier mélange, là où les contours s'étrangent? Est-ce que l'on fera peuplier tremble là, comme ça, debout, et pas vraiment immobile, mais presque, suspendu, on ne sait où, sur le crochet de l'instant, le cadre de biais, les bras contents? Est-ce qu'on aura envie de sourire avant de finir? Est-ce qu'on voudra finir? Combien coûte un forfait pour un instant qui ne s'arrête jamais? Quelle couleur le ticket? Où doit-on composter? Y a-t-il un quai, un guichet, un vol à réserver? Ou bien est-ce que ça arrive comme ça, par surprise, un bateau de papier dans un filet de journée? Est-ce qu'on se sentira un peu plus là, légèrement en orbite? Est-ce que l'on voudra simplement recommencer tout de suite? Y aura-t-il de quoi rire au-dedans, des petits grelots autour de nos chevilles, une envie de rester indélébile? Quand j'ai faim dans la nuit dense, à ton premier baiser, je pense. Et j'ai retrouvé par le plus incroyable des hasards, dans une friperie, au fond d'une poche d'un bleu de travail à Moleskine, un petit carnet. Il est écrit en page de garde: Julien Duranteau, maître jardinier à la confrérie de Saint-Fiacre de Provins. Il raconte son métier tant par le côté anecdotique que technique, que par également les clients à qui il a eu affaire au début du XXe siècle, où il travaillait surtout pour les maisons que l'on disait à l'époque bourgeoises. Au tiers de ce carnet, un long chapitre est consacré à la marquise de Carabas, sise à Courpalais, en plein cœur de la Brie. Ses notes, ses remarques au sujet de la dite marquise sont datées de 1907 à 1912. Cela commence ainsi. Ce 15 mars 1907, l'omnibus hippomobile me dépose devant la maison de madame la marquise de Carabas. J'y vais pour exécuter un contrat sur l'entretien de son jardin, ceci après avoir échangé plusieurs missives suite à son annonce sur le chasseur français. Elle dit souhaiter un jardin soigné et sortant de l'ordinaire. Mes premiers pas dans son domaine ne me font pas regretter d'avoir demandé 1000 francs or à l'année. Les ronces se disputent à l'églantier épineux. Rien n'est organisé. Des plantes venues d'on ne sait comment achèvent de mourir, leur agonie cachée par des monceaux de liserons. La mode du Japon semble avoir frappé là aussi. Des statuettes que l'on dit représenter un certain dieu d'Orient, appelé Bouddha, sont disposées ci et là, comme si un esprit malin les avait disposées au hasard. La noble dame dit s'occuper elle-même de son jardin, en y retirant beaucoup de plaisir. Mais j'acquiesce. C'est ma cliente. Cependant, je ne peux que lever les yeux au ciel devant tant d'incurie paysagère et horticole. La dame le semble pourtant bien gentille et point hautaine. Et pourtant, elle est quand même marquise. Une note écrite en 1907 indique planter encore 18 plantes vivaces différentes, dont certaines viennent d'Orient, sa passion. Plus loin, il est écrit d'une plume appuyée comme si ce bon jardinier était en colère. Revenu une semaine après, toujours par l'hippomobile et son omnibus. Des plantes ont été foulées une nouvelle fois, des empreintes de chiens et de fort grands pieds sont présentes. Je désespère. Il tempère cependant sa colère. La dame semble décidément bien gentille et accueillante.
Elle sourit en continu en me voyant et ne cesse de louer mes soi-disant talents qu'elle aurait eus si elle avait fait l'école d'horticulture des frères des écoles chrétiennes Cisaini dans l'Essonne, ce que j'ai fait. Mai 1910, il note: voici 3 ans que je vaque contre salaire en son domaine. Il prend de la dimension malgré les frasques et abandons de la dite marquise. Je commence à me faire à ses emportements d'enfant en matière horticole. Non point seulement que c'est ma cliente, mais parce que la dame est profondément bonne. Elle œuvre d'ailleurs beaucoup pour les pauvres de la commune, et ce, sans salaire. J'en arrête là aujourd'hui de la lecture de ce carnet. Il y en a encore beaucoup, et ce jusqu'en 1912. Ensuite, il y a un temps non dit, et le carnet reprend en 1914, en août. Peut-être qu'un jour, nous aurons encore l'occasion de lire ensemble ce bien beau carnet. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.